Je m'appelle Tessa Ward. J'avais 32 ans et je gagnais ma vie comme interprète en langue des signes américaine. Mes deux mains étaient essentielles à mon travail. C'est pourquoi la radiographie qui brillait sur l'écran du moniteur des urgences me donnait l'impression de voir toute ma vie se briser. La fracture traversait mon poignet droit, ma main dominante. Une attelle rigide maintenait mon bras contre ma poitrine tandis que la douleur pulsait jusque dans mes doigts. De légères contusions en forme de doigts assombrissaient la peau au-dessus de l'enflure. Il y avait d'autres marques autour de mon bras. Là où ma petite sœur Sloan m'avait empoigné avant de frapper mon poignet contre le rebord du comptoir de notre cuisine. Mon père était assis à côté du lit d'examen. Il l'avait regardé faire. Papa a attendu que le docteur Priacha se tourne vers la radiographie. Puis s'est penché si près que son souffle a touché mon oreille. Ne la dénonce pas. Elle a toute la vie devant elle. Pendant une seconde de stupeur, j'ai oublié à quel point mon poignet me faisait mal. Sloan avait 26 ans. Elle avait un travail dans un salon de coiffure. Une promotion possible et tout son temps pour reconstruire sa vie après une erreur. Mais j'avais une vie, moi aussi. J'avais des clients qui m'attendaient. Un loyer à payer pour un appartement dans lequel je n'avais même pas encore emménagé. Et une carrière qui dépendait de cette main posée inutilement contre ma poitrine. Papa n'a rien mentionné de tout cela. Ses yeux restaient fixés sur moi. Attendant le hochement de tête familier qui signifiait que je ferais disparaître le problème. J'ai failli le lui donner. C'était la partie que j'aurais du mal à expliquer plus tard. Ma sœur venait de me fracturer le poignet, et mon père me demandait de la protéger. Pourtant, mon premier sentiment a été la culpabilité. J'imaginais déjà Sloan perdre sa promotion. Je me figurais déjà papa seul dans la maison. Je me demandais déjà si dire la vérité ferait de moi la personne qui a détruit notre famille. Le docteur Chan n'a pas réagi à son murmure. Elle n'avait pas l'air choquée ni en colère. Elle a étudié les bleuets autour de mon poignet. Puis son attention s'est portée sur les marques sur mon bras et enfin sur la tablette médicale dans sa main. Son expression est restée calme, mais quelque chose avait changé dans la pièce. M. Ward. J'ai besoin d'examiner Tessa seule. Papa s'est redressé. Sa main s'est posée brièvement sur mon épaule indemne. Un rappel silencieux de ce qu'il attendait de moi avant de suivre une infirmière dans le couloir. La porte s'est refermée. J'ai ouvert la bouche pour répéter l'histoire que nous avions préparée. Que j'avais trébuché en portant un carton, mais le docteur Chan m'a regardé droit dans les yeux. Vous êtes en sécurité maintenant. Puis elle a attrapé le téléphone. Je ne savais pas si elle appelait la sécurité de l'hôpital, la police ou quelqu'un dont le travail était de s'occuper des familles comme la mienne. Je savais seulement que mon père était de l'autre côté de la porte. Et pour la première fois depuis des années, il ne pouvait pas répondre à ma place. Ce qui me faisait encore plus peur. C'était la façon dont le docteur Chan avait étudié mon dossier médical. Elle ne regardait pas seulement un poignet cassé. Elle avait vu quelque chose qui reliait cette blessure au bleuet. Aux excuses et aux visites précédentes à l'hôpital que j'avais passé des années à traiter comme des accidents sans lien entre eux. La deuxième question était plus difficile que de savoir qui elle comptait appeler. Pourquoi mon père était-il si certain que je protégerais Sloan? Si l'on vous a déjà dit que préserver la paix importait plus que de dire la vérité, restez avec moi. Et si les histoires de personnes qui réclament leur voix comptent pour vous? Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Cela aide cette communauté de survivants et de soutien à se retrouver. Pour comprendre pourquoi une partie de moi voulait encore obéir à mon père. Même avec les empreintes de ma sœur visibles sur ma peau, il faut remonter 18 mois en arrière. Lorsque ma mère Elena est devenue trop malade pour gérer la maison sans aide. Je suis revenu à la maison en pensant que ce serait temporaire. Papa avait 63 ans et venait de prendre sa retraite de son poste de superviseur des transports municipaux. Il pouvait organiser des centaines de chauffeurs sans élever la voix.
Mais voir ma mère décliner l'a rendue incapable de gérer les choses ordinaires. Les factures restaient non ouvertes. Les courses venaient à manquer. Les rendez-vous médicaux étaient oubliés à moins que je ne les note. Sloan vivait déjà là. À 26 ans, elle était assez talentueuse pour se construire une belle carrière de styliste. Mais ses revenus étaient irréguliers, tout comme sa contribution au foyer. Chaque fois que papa lui demandait de l'aide, la conversation se transformait en dispute. Chaque fois qu'il me le demandait, je trouvais un moyen de le faire. Cette différence existait depuis notre enfance. Sloan était la fille qui avait besoin d'être protégée. J'étais la fille qui pouvait tout gérer. Au début, j'ai réaménagé mes contrats d'interprétariat pour pouvoir emmener maman à ses rendez-vous. Puis j'ai commencé à acheter à manger et à payer les services publics quand papa prenait du retard. J'ai dit à Nia, ma plus proche amie et coordinatrice dans mon agence d'interprétariat, que ce n'était que temporaire, jusqu'à ce que maman aille mieux. Maman ne s'est jamais rétablie. Après sa mort, le chagrin s'est installé dans toutes les pièces de la maison. Papa a cessé de me demander quand je comptais partir. Sloan a commencé à parler comme si mes revenus appartenaient à nous trois. J'ai continué à payer les factures parce que partir immédiatement me semblait cruel. Le double des clés de la maison est resté sur mon trousseau. J'ai confondu l'accès avec l'appartenance. J'ai confondu la responsabilité avec l'amour. Le plus dangereux, c'est que j'ai confondu ma capacité à survivre au comportement de Sloan avec la preuve que ce n'était pas grave. La première fois qu'elle m'a agrippé assez fort pour me laisser des empreintes de doigts. Papa a parlé d'une mauvaise soirée. La première fois qu'elle m'a bousculé, il a dit que le chagrin la rendait volatile. Chaque incident se terminait par la même attente. Sloan allait se calmer. Papa expliquerait pourquoi elle ne le pensait pas vraiment. Et je m'assurerais que personne en dehors de la maison ne sache ce qui s'était passé. Pendant 18 mois. C'est exactement ce que j'ai fait. L'arrangement aurait pu durer indéfiniment si je n'avais pas signé un bail. J'ai trouvé l'appartement grâce à une annonce que Nia m'avait envoyée pendant une pause entre deux contrats. C'était petit, calme et suffisamment proche de mes clients habituels pour que je puisse me rendre à la plupart des rendez-vous sans traverser toute la ville. Plus important encore, c'était à moi. J'ai fait la visite seul parce que je savais ce que papa dirait. Il me rappellerait que la maison n'était toujours pas remise en ordre après la mort de maman. Il énumérerait chaque dépense que Sloan ne pouvait pas couvrir et chaque tâche qu'il avait pris l'habitude de me voir accomplir. Puis il me demanderait d'attendre. J'avais déjà passé 18 mois à attendre. L'après-midi où j'ai signé le bail, le gestionnaire immobilier a placé une clé argentée dans ma paume. Je l'ai glissée sur le même trousseau que la clé de la maison de papa et je les ai regardées côte à côte. L'une représentait la vie dont j'avais hérité. L'autre représentait la vie que j'avais choisie. J'ai attendu 3 jours avant de le dire à ma famille. Papa était assis à la table de la salle à manger, triant le courrier. Tandis que Sloan était appuyé contre le comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone. J'ai fait une annonce simple. J'avais loué un appartement. Je déménagerai mes affaires progressivement et, après le cycle de facturation en cours, il serait responsable des dépenses du ménage. Papa a baissé l'enveloppe qu'il tenait à la main. Tu as signé un bail sans en discuter avec moi. J'ai 32 ans. Papa. Ce n'est pas la question. C'était exactement la question. Sloan a levé les yeux. Alors? Tu te contentes de partir? Je déménage à 10 minutes d'ici. Je ne disparais pas. Et les factures? Toi et papa devraient les partager. Elle m'a regardé comme si j'avais annoncé que j'emportais les murs avec moi. Les revenus de son salon étaient irréguliers. Mais elle gagnait assez pour contribuer quand elle le voulait.
Papa ne l'y avait jamais forcé parce que chaque demande se terminait dans la colère. Au lieu de cela, il avait tranquillement laissé ma contribution devenir permanent. Papa s'est frotté le visage d'une main. Ta sœur est enfin prise en considération pour un poste de superviseur. Elle doit se concentrer sur cela en ce moment. J'ai une carrière. Moi aussi. Personne n'a dit le contraire. Tu n'as pas besoin de le dire. J'ai soulevé mon sac de la chaise. Je m'attendais à de la déception. Je m'étais préparé à la culpabilité. Ce que je n'étais plus prête à faire, c'était négocier mon propre départ. Je reviendrai ce week-end pour les premiers cartons. Sloan m'a suivi dans la cuisine. Tu fais toujours ça. Je me suis retourné. Faire quoi? Te faire passer pour la personne responsable et laisser tous les autres gérer le désordre. Pendant des années, je me serais défendu. J'aurais énuméré chaque facture que j'avais payée et chaque rendez-vous que j'avais organisé. Cet après-midi-là, j'étais trop fatigué. Je ne discute pas de ça pendant que tu es en colère. Je me suis dirigé vers la porte de derrière. Sloan s'est interposé entre moi et la sortie. Tu n'as pas le droit de nous balancer ça et de t'en aller. Sloan? Pousse-toi. J'ai essayé de la dépasser. Sa main s'est refermée autour de mon poignet droit. Au début, j'ai pensé qu'elle voulait seulement m'arrêter. Puis sa prise s'est resserrée. Lâche-moi. J'ai tiré en arrière. Elle m'a forcé la main derrière le dos et a projeté mon poignet contre le rebord du comptoir de la cuisine. Le son a été faible, plus un petit déclic sec que le craquement dramatique que les gens imaginent. Mais la douleur a été immédiate. Elle a fusé de mon poignet jusqu'à mon coude et m'a coupé le souffle. Mon sac est tombé. Sloan m'a lâché alors que je me repliais contre le comptoir, me tenant le bras. Papa se tenait sur le seuil de la salle à manger. Il avait tout vu. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis il a dit, Sloan. Qu'as-tu fait? Je l'ai à peine touchée. Elle s'est débattue. Mon poignet enflait déjà. Quand j'ai essayé de redresser mes doigts, une vague de nausée m'a traversé. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Le visage de Sloan a changé. La colère a disparu. Remplacée par la peur. Papa. Elle dramatise la situation. Il l'a regardé avant de me regarder. Ce seul mouvement m'a dit ce qui allait se passer ensuite. Papa m'a apporté une poche de glace et l'a enveloppée dans une serviette. Il n'a pas demandé à Sloan de venir avec nous. Il ne lui a pas dit qu'il était inacceptable de m'agripper. Il m'a guidé vers sa voiture tandis qu'elle restait dans la cuisine. Avant de démarrer le moteur, il s'est tourné vers moi. Tu es tombé en déplaçant un de tes cartons. Je l'ai regardé. C'était un accident, a-t-il poursuivi. Il n'y a aucune raison d'impliquer qui que ce soit d'autre. Elle m'a cassé le poignet. Nous ne le savons pas encore. Je l'ai entendu. Il a regardé à travers le pare-brise. Sloan a perdu le contrôle une seconde. Elle sait qu'elle a eu tort. Elle ne s'est pas excusée. Elle a peur. Je suis resté assise sur le siège passager, la glace contre le bras. À écouter mon père expliquer les sentiments de ma sœur tandis que la douleur élançait sous la serviette. Au service des urgences, j'ai répété son histoire. J'ai dit à l'infirmière du tri que j'étais tombé en portant un carton. Papa fournissait des détails chaque fois que j'hésitais. Au moment où le docteur Chan a reçu les résultats de la radiographie.
Nos explications semblaient rodées parce qu'elles l'étaient. C'était là que l'histoire chronologique rattrapait la chambre d'hôpital. Le docteur Chan avait entendu le murmure de papa. Elle avait vu les marques de pression. Elle avait également examiné les visites précédentes dans mon dossier médical qui impliquaient des blessures que j'avais décrites comme des accidents ménagers. Lorsqu'elle a pris le téléphone, elle a appelé la sécurité de l'hôpital. Je leur demande de s'assurer que votre père reste à l'extérieur, a-t-elle expliqué. Il ne sera pas autorisé à revenir à moins que vous ne le demandiez. L'oppression dans ma poitrine s'est suffisamment relâchée pour que je puisse respirer. Une conseillère de l'hôpital est entrée quelques minutes plus tard et s'est assise près de la porte. Elle ne m'a pas étouffé ni exigé de réponse. Le docteur Chan a expliqué que le type de fracture ne correspondait pas à une simple chute en portant un carton. Les bleuets autour de mon poignet et de mon bras suggéraient une saisie violente. Puis elle a demandé si quelqu'un m'avait blessé. J'ai regardé le téléphone dans sa main. Ma sœur l'a fait. Ces mots me semblaient étranges parce que je ne les avais jamais prononcés clairement auparavant. Le docteur Chan a attendu. Elle a attrapé mon poignet quand j'ai essayé de partir. Elle l'a plié derrière moi et l'a frappé. Contre le comptoir. Votre père a-t-il vu ce qui s'est passé? Oui. Vous sentez-vous en sécurité à l'idée de rentrer chez vous? Ma réponse est venue plus vite. Non. La conseillère m'a expliqué mes options. Je pouvais documenter l'agression sans prendre immédiatement toutes les décisions juridiques. Je pouvais parler à un agent. Je pouvais demander de l'aide pour trouver un endroit sûr et organiser la récupération de mes affaires. Personne ne m'a dit ce que je devais à Sloan. Personne ne m'a demandé de penser à sa promotion. Ils m'ont demandé ce que je voulais. Je veux porter plainte. Le docteur Chan a réutilisé le téléphone. 2 agents sont arrivés pendant que l'équipe médicale se préparait à remettre en place et immobiliser mon poignet. Ils ont photographié les bleuets avec mon autorisation et ont recueilli ma déposition séparément d'eux. Celle de papa. Je leur ai parlé de la dispute, du bail. De la manière exacte dont Sloan m'avait agrippé et de l'histoire d'accident que papa avait inventé. Je leur ai également dit que ce n'était pas la première fois qu'elle devenait violente. Une fois lancée, les souvenirs ont fait surface plus vite que je ne pouvais les organiser. Une bousculade contre le mur du couloir, des doigts s'enfonçant dans mon bras. Une lampe jetée à travers la pièce, des bleuets cachés sous de longues manches. Les incidents me semblaient décousus quand je les vivais. Exprimés à haute voix, ils devenaient un motif récurrent. Un agent m'a demandé pourquoi je n'avais jamais signalé les agressions précédentes. Parce que mon père disait toujours qu'elle ne le pensait pas vraiment. L'agent a noté ma réponse sans jugement. Nia a été la première personne que j'ai appelée. Elle a répondu avant la 2e sonnerie. Je suis à l'hôpital. Ai-je dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Sloan m'a cassé le poignet. Il y a eu un court silence. Puis Nia a demandé, es-tu en sécurité en ce moment? Pas pour savoir si Sloan était désolé, pas pour savoir si papa avait une explication. Pour savoir si j'étais en sécurité. Oui. La sécurité est là. J'arrive. Papa est resté dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'un agent lui parle. Il a maintenu que je étais tombé pendant une dispute et que Sloan avait simplement essayé de m'empêcher de partir. Il avait déjà ajusté son histoire parce que les marques sur mon bras rendaient sa première version impossible. Le problème était que lui et Sloan n'avaient pas coordonné leurs explications. Pendant qu'on soignait mon poignet, mon téléphone s'est rempli de messages d'elle. Je t'ai seulement attrapé parce que tu t'en allais. Tu t'es débattu et tu as heurté le comptoir.
Je ne savais pas que tu allais tomber comme ça. Tu appelles vraiment la police pour une dispute. Stupide? Chaque message destiné à l'excuser confirmait une autre partie de mon récit. La conseillère m'a aidé à en enregistrer des copies. Puis papa a commencé à appeler. J'ai laissé les premiers appels sonner sans répondre. Après le 4e, il m'a envoyé un message. Dis-leur que c'était un malentendu avant que cela ne devienne incontrôlable. J'ai fixé les mots jusqu'à ce que l'écran devienne flou. Nia est arrivée alors qu'une infirmière ajustait la telle autour de mon poignet. Elle s'est arrêtée sur le seuil lorsqu'elle a vu mon bras. Pendant des années. Je lui avais donné de petites explications pour des contrats annulés et des bleus et visibles. Une porte de placard, une chute dans le garage, de la maladresse en déplaçant des meubles. Maintenant, elle comprenait. Tu ne retournes pas là-bas ce soir, a-t-elle dit. Mes affaires sont toujours à la maison. Les affaires peuvent attendre. Papa a besoin de Tessa. Elle a prononcé mon nom doucement. Mais cela m'a arrêté. Tu es assise dans une salle d'urgence avec un poignet cassé, a-t-elle poursuivi. Quoi que ton père ait besoin ce soir, il peut le gérer. J'ai regardé la telle. Elle avait raison. Pourtant accepter cela semblait presque insupportable. L'hôpital m'a laissé sortir avec des instructions pour le suivi médical et l'ergothérapie. Nia m'a emmené à son appartement et m'a aidé à m'installer sur le canapé. Elle a placé de l'eau, des médicaments et un chargeur de téléphone à portée de ma main valide. Ce n'est qu'après qu'elle est allée dans la cuisine que je me suis autorisé à pleurer. J'ai pleuré parce que mon poignet me faisait mal. J'ai pleuré parce que j'avais peur pour mon travail. Surtout, j'ai pleuré parce que mon père avait vu Sloan me faire du mal et croyait toujours que l'urgence était l'avenir de ma sœur. Le lendemain matin, la conseillère de l'hôpital m'a aidé à entamer les démarches pour une protection temporaire. Les agents avaient documenté la blessure, les récits contradictoires et les messages de Sloan. En attendant l'examen du dossier par le tribunal, il a été ordonné à Sloan de ne pas me contacter directement. Papa n'était pas inclus dans cette restriction. Il a profité de cet accès. Au début, ses messages semblaient soucieux. Comment va ton poignet? As-tu dormi? Dis-moi où tu es pour que je puisse t'apporter tes affaires. Quand je n'ai pas répondu, son ton a changé. Les factures d'eau et d'électricité arrivent à échéance la semaine prochaine. Sloan peut perdre tout ce pourquoi elle a travaillé. Ta mère n'aurait jamais voulu ça. Ce dernier message m'a presque brisé. Maman avait passé ces derniers mois à s'inquiéter du fait que papa et Sloan s'effondreraient sans quelqu'un pour gérer la maison. J'avais pris cette peur et l'avais transformée en une obligation qu'elle ne m'avait jamais explicitement donnée. J'ai tapé plusieurs réponses et les ai toutes effacées. Enfin, j'ai écrit « Maman n'aurait voulu qu'aucune de ses filles ne soit blessée ». Papa n'a pas répondu pour le reste de la journée. Sloan a trouvé d'autres moyens de me joindre. Des proches ont commencé à m'appeler avec des fragments de l'histoire. On leur avait dit que je étais tombé pendant une dispute et que j'utilisais maintenant la blessure pour punir ma sœur. Un parent m'a demandé si je voulais vraiment que Sloan porte un casier judiciaire pour le reste de sa vie. J'ai mis fin à l'appel sans me défendre. Chaque conversation me tirait vers le rôle que je connaissais le mieux. La fille raisonnable qui expliquait, adoucissait et pardonnait. Nia m'a rappelé que je n'avais à convaincre personne. Il n'était pas dans la cuisine, a-t-elle dit. Ton père y était. 3 jours après la visite à l'hôpital, je suis retourné à la maison avec Nia et un agent pour une intervention civile. Mon bras droit était immobilisé contre mon corps. Nia portait les cartons vides parce que je ne pouvais pas en plier un sans douleur. Papa avait placé certaines de mes affaires près de la porte d'entrée. Mais la plupart restaient à l'étage. Sloan devait rester à l'écart pendant la récupération.
La maison semblait différente avec un agent de police dans l'entrée. Rien dans le mobilier n'avait changé. La photo de maman était toujours sur la cheminée. La même horloge tic-taquait au-dessus de la table de la salle à manger. La différence était que le silence ne contrôlait plus ce qui se passait à l'intérieur. Papa nous a suivis à l'étage. Tu n'avais pas besoin de faire venir la police chez nous. Je n'ai pas cassé mon poignet toute seule. Elle ne voulait pas te le casser. Cela ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas fait. Il a baissé la voix. Tu sais comment est ta sœur quand elle se sent abandonnée. Je déménageais à 10 minutes d'ici. Tu lui retirais le soutien dont elle dépend. Je me suis arrêté à côté de la porte de la chambre. Alors cela rendait acceptable qu'elle me fasse du mal? Je n'ai pas dit ça. Tu dis tout sauf que c'était sa faute. Son expression s'est durcie. Tu es la sœur aînée. Tu as toujours été plus stable. La phrase familière ne sonnait plus comme un compliment. Tu lui as appris que si elle devenait assez en colère, c'est moi qui devrais céder. Papa a regardé vers l'agent, embarrassé que quelqu'un d'autre m'ait entendu. Cet embarras comptait plus pour lui que la vérité de ce que j'avais dit. Nia a emballé mes vêtements pendant que je rassemblais des documents et de petits objets personnels. Avec ma main gauche. Tout prenait 2 fois plus de temps. Chaque tentative ratée de soulever ou d'attacher quelque chose me rappelait ce que Sloan m'avait enlevé. Quand nous avons terminé, j'ai retiré la clé de la maison de papa de mon trousseau. Je l'ai posée sur la table d'entrée. Il l'a regardée mais ne l'a pas ramassée. Tu nous laisses vraiment comme ça? Non. Je pars à cause de ça. Je suis sorti sans attendre qu'il me réponde. Mon appartement était presque vide quand Niami a ramené. J'avais un matelas, une table pliante, 2 chaises et des piles de cartons que je ne pouvais pas déballer seul. Pourtant, quand la porte s'est refermée, le silence semblait différent du silence chez papa. Ce n'était pas le silence de quelque chose qu'on cache. C'était la paix. Cette paix venait avec des factures. Mon agence n'avait aucun moyen de m'attribuer du travail d'interprétation normal tant que mon poignet dominant était immobilisé. La langue des signes exigeait de la vitesse, de la précision et des mouvements coordonnés des 2 mains. Essayer de travailler à une main n'aurait pas été simplement difficile. Cela aurait déformé le sens pour les personnes qui comptaient sur moi. Nia a organisé un travail administratif limité. Mais cela ne remplaçait qu'une partie de mes revenus. J'ai utilisé mes économies d'urgence pour le loyer. J'ai reporté l'achat de meubles. Chaque dépense faisait résonner l'accusation de papa dans ma tête. Tu lui retirais le soutien dont elle dépend. Même dans mon propre appartement. Je m'inquiétais de savoir si la lumière était toujours allumée chez lui. Ma guérison médicale a été plus lente que je ne le voulais. Après la stabilisation de la fracture, mes doigts sont restés enflés et raides. L'ergothérapie a commencé par des mouvements si petits qu'ils semblaient dérisoires. Plier un doigt, toucher mon pouce avec chaque bout de doigt. Tourner mon avant-bras de quelques degrés. J'avais passé des années à interpréter des conversations complexes en temps réel. Maintenant, je célébrais le fait de pouvoir ramasser un trombone. L'ergothérapeute m'a mis en garde contre la précipitation. La douleur est une information, a-t-elle dit. Ce n'est pas un défi que vous devez vaincre. J'ai pensé à la façon si différente dont ma famille m'avait appris à traiter la douleur. Papa a continué à me laisser des messages. Certains jours, il semblait en colère. D'autres jours, il semblait vieux et épuisé. Il décrivait les factures impayées, la peur de Sloan et les proches qui posaient des questions. Il demandait rarement des nouvelles de ma guérison. Un soir, j'ai écouté un message vocal dans lequel il disait : « Ta sœur a fait une erreur.
Es-tu prête à perdre toute ta famille pour ça? Mon pouce a survolé le bouton d'appel. Pendant un instant, j'ai imaginé tout rétracter. Je pourrais dire au procureur que je ne me souvenais plus de la séquence exacte. Je pourrais décrire l'agression comme une lutte. La pression juridique pourrait s'atténuer. Papa pourrait me pardonner. Sloan pourrait promettre de ne plus jamais me toucher. Puis j'ai regardé la telle. La dernière fois que Sloan m'avait bousculé, elle avait fait cette promesse. La fois d'avant, papa l'avait faite pour elle. J'ai enregistré le message vocal au lieu d'y répondre. Nia m'a trouvé assise sur le sol à côté d'un carton non ouvert plus tard cette nuit-là. Il me manque? Ai-je avoué? Je sais. Et si je prenais la mauvaise décision? Elle s'est assise à côté de moi. Le fait qu'il te manque ne veut pas dire qu'il était sans danger pour toi. Cette distinction est devenue quelque chose à quoi je revenais chaque fois que la culpabilité ressemblait à une preuve. L'enquête n'a pas dépendu d'une seule révélation spectaculaire. Elle s'est développée à partir de détails qui existaient déjà. Les notes du docteur Shaw documentaient la fracture, le motif de pression, les bleuets et l'incompatibilité entre la blessure et l'explication de papa. Elles enregistraient également sa tentative d'influence à mon égard dans la salle de traitement. Mes dossiers hospitaliers antérieurs montraient d'autres blessures que j'avais mises sur le compte. De chutes et d'accidents ménagers. Aucun ne prouvait que Sloan avait causé la fracture actuelle, mais ensemble. Ils étayaient l'historique que j'avais enfin révélé. Ensuite, il y avait les messages. L'insistance de Sloan sur le fait qu'elle m'avait seulement attrapé parce que je m'en allais confirmait le contact. Sa prétention selon laquelle je m'étais débattu expliquait pourquoi la blessure s'était produite, sans effacer sa responsabilité. Les demandes de rétractation de papa montraient que son récit de l'accident n'était pas un malentendu innocent. Lorsque le procureur a tout examiné, on m'a averti que les affaires d'agression familiale pouvaient encore être compliquées. Sloan ne s'était pas confessé dans le langage auquel les gens s'attendent à la télévision. Papa maintenait qu'il n'avait vu qu'une partie de l'affrontement. Mais les preuves n'avaient pas besoin d'être parfaites pour être cohérentes. L'avocat de Sloan a d'abord décrit la blessure comme le résultat d'une lutte mutuelle. Ce récit a créé un autre problème pour elle. Si nous nous étions luttés mutuellement. L'affirmation de papa selon laquelle j'étais simplement tombé en portant un carton ne pouvait pas être vraie. Leurs explications ne se protégeaient mutuellement que lorsque personne ne les comparait. Une fois les contradictions mises côte à côte, l'histoire qu'ils avaient construite a commencé à s'effondrer. Le procureur m'a dit qu'il y en avait assez pour poursuivre. Je m'attendais à me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais mal. Les conséquences m'avaient toujours été présentées comme des choses que je causais en refusant de pardonner. Savoir que le dossier était solide a fait revenir la même peur que j'avais ressentie à l'hôpital. Sloan pouvait perdre sa promotion. Son employeur pourrait apprendre l'inculpation. Elle devrait payer un avocat. Papa me blâmerait pour chaque résultat. Lors de mon rendez-vous d'ergothérapie suivant, j'ai eu du mal à tourner mon poignet. L'articulation semblait bloquée. J'ai poussé jusqu'à ce qu'une douleur transperce ma paume. L'ergothérapeute m'a arrêté. Votre corps se protège, a-t-elle dit. Vous devez réapprendre à lui faire confiance. Cette phrase m'est restée. Mon corps avait essayé de se protéger dans la cuisine. Je m'étais écarté parce que Sloan me faisait du mal. Ma famille avait pris cet instinct et l'avait transformé en un élément de sa défense. La guérison m'imposait de cesser de traiter l'autoprotection comme une faute. Des semaines ont passé. L'attelle rigide a été remplacée par une orthèse amovible. L'enflure a diminué. J'ai retrouvé suffisamment de mouvement pour accomplir de courtes tâches administratives sans inconfort constant, bien que l'interprétariat complet reste impossible. Le processus judiciaire a progressé plus lentement que ma peur.
Sloan s'est vu proposer une résolution négociée. Elle pouvait accepter la responsabilité formelle de l'agression. Se conformer à une mise en probation, suivre une intervention comportementale. Payer une restitution pour mes frais médicaux et perte de revenus documentés. Et rester sous le coup d'une ordonnance de non-contact. Si elle refusait, l'affaire irait au procès. Papa a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu avant de réaliser que c'était lui. Tessa. S'il te plaît. Ne raccroche pas. Je n'ai rien dit. Sloan s'est vu proposer un accord. Je sais. Elle a besoin de savoir que tu n'essaies pas de la détruire. J'ai signalé ce qu'elle a fait. Tu sais que ce n'est pas comme ça qu'elle le voit. Cela a toujours été le problème. Il a poussé un lourd soupir. Si tu leur dis que tu ne veux pas que cela continue, peut-être qu'ils réduiront tout. Je leur ai déjà dit la vérité. Tu choisis des inconnus plutôt que ta famille. Non. Je choisis de ne pas mentir pour ma famille. Sa voix s'est durcie, après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai raccroché. Ma main tremblait après coup, mais je n'ai pas rappelé. C'est là que j'ai compris que mon courage n'avait pas besoin de paraître calme. Il devait seulement survivre au moment où la peur me demandait de céder. Sloan a accepté l'accord. L'audience officielle a eu lieu plusieurs mois après l'agression. À ce moment-là, je pouvais bouger mon poignet dans la majeure partie de son amplitude normale. Mais je portais toujours l'orthèse dans les endroits bondés parce que les contacts inattendus me faisaient peur. Nia est venue avec moi. Sloan était assise à côté de son avocat. Papa occupait le banc derrière elle. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs, mais lorsque nos regards se sont croisés, son expression portait la même accusation. Le tribunal a examiné attentivement les termes. Sloan a reconnu qu'elle avait causé ma blessure lors de l'affrontement. Elle a accepté la probation, le traitement comportemental, la restitution et le maintien du non-contact. Il n'y a pas eu de confession spectaculaire. Elle ne s'est pas tournée vers moi pour s'excuser. Elle a répondu aux questions requises et a accepté les conséquences parce que l'autre option comportait un risque plus grand. Ce n'était pas une rédemption. C'était la responsabilisation. Sloan a quitté la salle d'audience sur ses deux pieds. Elle possédait toujours des choix, du talent, du temps et un avenir. Sa vie ne s'était pas arrêtée parce que quelqu'un avait refusé de cacher ce qu'elle avait fait. Papa avait eu raison sur un point. Elle avait toute la vie devant elle. Il avait eu tort de croire que la préserver exigeait de sacrifier la mienne. En dehors de la salle d'audience, papa s'est approché de moi pendant que Nia se tenait quelques pas plus loin. Maintenant que tu as prouvé ce que tu voulais, pouvons-nous arrêter ce petit jeu? Les mots se sont installés entre nous. Ce que je voulais prouver. Sloan a accepté l'accord. Dis-je. Elle paie pour son erreur. Il n'y a aucune raison de continuer à punir la famille. Mon poignet n'était pas une preuve à faire. Je sais que tu as été blessé. Tu l'as regardé me faire du mal. J'ai paniqué. Tu m'as demandé de mentir pendant des mois. Ses yeux se sont tournés vers les gens qui passaient dans le couloir. Nous pouvons aller de l'avant si tout le monde arrête de s'accuser. C'était encore là. La paix sans la vérité. Tu ne peux toujours pas dire qu'elle m'a agressé. Elle a perdu le contrôle. Et tu as choisi de la protéger. J'essayais de vous protéger toutes les deux. Non. Papa.
Tu me demandais de protéger la fille qui a fait du mal à quelqu'un contre la fille à qui elle a fait du mal. Son visage s'est crispé. Qu'est-ce que tu attends de moi? La vérité. Je t'ai donné ma version. C'est pour cela que je ne reviendrai pas. Pour la première fois. Je n'ai pas attendu son approbation avant de m'éloigner. L'ordonnance de non-contact est restée en vigueur. J'ai bloqué les numéros inconnus que Sloan tentait d'utiliser et j'ai également limité l'accès de Papa. Une fois que les forces de l'ordre ont conservé les communications nécessaires. J'ai supprimé leur fil de messages de l'écran que je voyais tous les jours. Le téléphone qui me convoquait autrefois dès que la famille avait besoin d'argent, d'organisation ou de pardon est devenu silencieux. Papa a dû gérer son foyer avec sa pension de retraite et ce que Sloan contribuait. Je savais que l'adaptation était difficile. Je savais aussi que la difficulté n'était pas la même chose que le danger. J'ai arrêté de payer leurs factures. Cette limite a fait plus mal que je ne m'y attendais. Certains soirs, j'imaginais encore les enveloppes non ouvertes s'accumulant sur la table de papa. J'éprouvais encore l'impulsion de vérifier s'il s'était souvenu de faire les courses ou de prendre un rendez-vous. Puis je me rappelais que l'attention portée sous la contrainte n'était pas de l'attention. C'était de la captivité sous un nom plus doux. Les versements de restitution sont arrivés progressivement plutôt que comme une solution miraculeuse. Ils ne couvraient qu'une partie de ce que j'avais perdu. J'ai continué à établir mon budget avec soin et à accepter du travail administratif tout en reconstruisant mes forces. Nia m'aidait quand je le demandais, mais elle ne prenait jamais de décision à ma place. Parfois, elle portait les courses. Parfois, elle s'asseyait à ma table pliante pendant que je pratiquais des mouvements de la main. Parfois, elle m'écoutait simplement quand j'avouais que la liberté semblait solitaire. Notre amitié a changé parce que je lui ai enfin permis de devenir réciproque. J'avais passé la majeure partie de ma vie à croire qu'être aimé signifiait être utile. Nia m'a montré que quelqu'un pouvait me valoriser alors que j'étais blessé, effrayé et incapable de rien donner en retour. L'ergothérapie est devenue la mesure de mes progrès. La première fois que j'ai pu tourner mon poignet sans douleur vive, j'ai pleuré sur le parking. La première fois que j'ai signé une phrase complète de manière fluide. Mes mouvements étaient lents et imparfaits, mais mes deux mains travaillaient ensemble. J'ai commencé à accepter de brefs contrats. 10 minutes sont devenues 30. 30 sont devenues 1 heure. Mon poignet se fatiguait rapidement. Et j'ai appris à m'arrêter avant que l'épuisement ne se transforme en blessure. C'était une autre limite que ma famille ne m'avait jamais enseignée. S'arrêter ne signifiait pas un échec. Se reposer ne signifiait pas de la faiblesse. Protéger mon corps ne nécessitait pas d'autorisation. Des mois après l'audience, papa m'a envoyé une lettre manuscrite dans mon appartement. Il disait que la maison semblait vide. Il écrivait que Sloan accomplissait les exigences qui lui étaient imposées et qu'il espérait que le temps nous aiderait à oublier les pires moments de ce qui s'était passé. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il n'a pas reconnu la fausse histoire, le murmure à l'hôpital ni les mois de pression. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai placée dans un tiroir avec mes documents juridiques. Je ne l'ai pas détruite et je n'y ai pas répondu. Le pardon, s'il devenait un jour possible, exigerait qu'il rende des comptes. D'ici là, la distance n'était pas de la cruauté. C'était la frontière qui me gardait en sécurité. Mon appartement est lentement devenu un foyer. J'ai acheté des étagères quand j'en ai eu les moyens. Nia m'a aidé à accrocher des photos sans couvrir les murs de rappel de la maison familiale. La table pliante a été remplacée par une petite table en bois près de la fenêtre. La clé argentée de l'appartement est restée sur mon trousseau. La clé de papa n'est pas revenue. Finalement, mon agence m'a proposé mon premier contrat d'interprétariat complet depuis l'agression. Je suis arrivé en avance parce que j'étais nerveuse à l'idée de savoir si mon poignet tiendrait. Toute la séance. J'ai fléchi mes doigts sous la table. Il y avait toujours une légère douleur quand le temps changeait.
La cicatrice laissée par la peur était plus difficile à mesurer. Mais j'avais appris que la guérison ne nécessitait pas de faire comme si rien ne s'était passé. Le contrat a commencé. Mes mains ont bougé. Au début, j'observais chaque rotation de mon poignet. Puis, la formation et l'instinct ont pris le dessus. Le sens passait à travers mes doigts avec la vitesse et la précision que j'avais craint de ne plus jamais retrouver. Mes deux mains étaient nécessaires. Mes deux mains m'appartenaient. Lorsque la séance s'est terminée, j'ai rangé mon carnet et je suis sorti dans le couloir. Mon téléphone reposait silencieusement dans mon sac. Personne ne pouvait l'utiliser pour exiger mon argent, mon travail ou mon pardon. J'ai attrapé mes clés avec ma main droite. Mes deux mains bougeaient librement, et quand je suis parti, la seule clé de maison sur mon trousseau appartenait à l'appartement où personne n'avait la permission de me faire du mal.